Le 16 mai 2026, à Londres, lors d'une manifestation lancée à l'appel du militant d'extrême droite Tommy Robinson, le collectif Nemesis a orchestré la mise en scène d'un happening dont les images se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux. 3 silhouettes noires sous un niqab. Puis dans un geste théâtral, le voile tombe, laissant apparaître 3 femmes blanches. Mais au-delà de sa dimension spectaculaire, cette image en convoque d'autres, plus anciennes. Des images où elle réactive la charge idéologique pour donner à voir le monde que désire l'extrême droite. Celui où s'efface l'altérité au profit de la blanchité. Cette séquence peut être décomposée en 3 temps. Premier temps, une image de l'altérité, celle de la femme musulmane en niqab noir. Cette image ne surgit pas de nulle part. Elle condense l'image paranoïaque d'un complot, celui de l'islamisation. Les complots sur l'islamisation de l'Europe remontent au XIXe siècle. Mais selon Reza Zia Ebrahimi, il faut attendre le début du XXIe siècle pour qu'ils atteignent leur stade final de développement. Le travail comme il est dur, c'est pour l'émigré bien sûr, avec la conscience pure, dévouement et les souffrances. Le dévouement et les souffrances, ça mérite la récompense. Entre-temps, dans les années 70, en parallèle de l'immigration venue du Sud global, se développe le thème de la submersion démographique. En 1973, dans le camp des Saints, Jean Raspail décrit une marée de migrants animalisés qui submerge la France. Jamais j'ai vu jusqu'à maintenant, moi, j'ai vu un Français qui a travaillé terrassier. Il était peut-être chef d'équipe, il donnait des ordres, mais il n'a pas pris la pelle et la pioche. Alors maintenant qu'ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, tout ça, ils veulent nous vider. Mais il n'est pas encore question d'islamisation. Il faut attendre une autre série d'images. 1979, révolution iranienne. Des femmes en tchador noir. Ces images cristallisent une autre inquiétude. Au nom de Dieu, dans l'islam, je me sens libre même avec mon tchador. Pour moi, ça n'est pas une contrainte, c'est un élément de fierté. Je peux combattre même avec ce voile. Quant à la constitution islamique, j'estime qu'elle redonne une dignité à la femme iranienne. Peu à peu, dans les années 80, explique Zia Ebrahimi, le discours, relativement imprécis, de l'invasion démographique se structure plus spécifiquement autour de l'islamisation. Jean Raspail, encore lui, islamise en 1985 la submersion démographique dans un article du Figaro Magazine. 4 ans plus tard, en 1989, l'affaire dite du foulard défraie l'appareil médiatique qui construit alors les filles portant le foulard comme les instruments d'organisations islamistes qui cherchent à infiltrer la République française. En 1991, une une du Figaro Magazine, encore une fois, continue de dessiner les contours de cette image paranoïaque. De plus en plus, comme l'explique André Guntert, le voile sert de signifiant à la duplicité. Il renvoie à la figure de l'ennemi intérieur, venu saper les fondements républicains de la nation française, dont la laïcité. Mais c'est à partir du 11 septembre 2001, tournant dans le complotisme islamophobe et de la guerre contre le terrorisme, Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. que cette imagerie se popularise davantage. En 2004, la loi sur les signes religieux dans les écoles publiques est votée. J'estime que le port de tenues ou de signes qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics. À partir de demain, la loi sur l'interdiction du voile intégral entrera en vigueur. Un voile qui sera banni des lieux publics. En 2010, une autre loi interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. En est tirée une affiche « La République se vit à visage découvert ».
La même année, Renaud Camus élabore son concept de grand remplacement qui attribue aux femmes musulmanes une fécondité supposément plus élevée qui menacerait la race blanche. En raison du caractère visible de son appartenance religieuse, la femme voilée est ainsi devenue l'image paradigmatique de l'islamisation de la France. Souvent opposée à la figure allégorique de Marianne, corps national de la République française, la femme voilée incarne le négatif de la féminité à la française. Les unes du Figaro Magazine fonctionnent sur l'opposition entre ces deux modèles de féminité, entre décolleté et voile, l'exposition du décolleté voire des seins jouant un rôle, selon Claire Hancock, dans la proclamation de la nature émancipatrice de l'idéal républicain, de sorte à créer un eux et nous. Dans cette opposition, en plus du décolleté, la jupe est aussi devenue, au fil du temps, le vêtement de la féminité à la française. Le buste de Marianne figurant sur ces unes est celui sculpté d'après l'actrice Brigitte Bardot. Non, j'ai toujours eu un faible pour Brigitte, quoi. Tout au moins dans son jeune temps, quoi. Dont le soutien à l'extrême droite n'était pas un secret. Dans son dernier ouvrage, elle fustige pêle-mêle l'islamisation de la France, le métissage, l'égorgement des moutons pendant la Eid el-Kébir, la décadence de l'Europe. Vous avez des pieds de marquise. Au cinéma, Brigitte Bardot a incarné une féminité qui a été présentée comme émancipée et libre sexuellement, mais surtout disponible au regard masculin, à l'inverse de celle de la femme musulmane qui, par son voile, s'y soustrait. Je pense vraiment que la question du voile, c'est aussi la question de la position de la femme qui n'a pas lieu d'être en France, où on est plutôt la patrie de Brigitte Bardot, vous voyez. Mais pourquoi l'image de la femme voilée cristallise-t-elle autant d'angoisse ? Peut-être justement parce qu'elle résiste au regard. Cette femme, qui voit sans être vue, frustre le colonisateur. Il n'y a pas de réciprocité. Elle ne se livre pas, ne se donne pas, ne s'offre pas. L'Européen, face à l'Algérienne, veut voir. Il réagit de façon agressive devant cette limitation de sa perception. Écrit Frantz Fanon. Voir sans être vu, le privilège du pouvoir. Allez-y, Martin. Dans le dispositif colonial, le regard doit se faire à sens unique. Seul l'homme blanc occidental a droit de regard. Ça, ce sont des prises de vue effectuées par la police. Les caméras étaient dissimulées aux issues de la Casbah. La police a pensé que ces films pouvaient être utiles. Il doit demeurer telle une entité invisible dont le regard doit embrasser la totalité de l'espace, comme dans un panoptique. Avec son voile, la femme musulmane dérange cette hiérarchie des regards. Elle retourne le regard. Celui qui regarde se retrouve regardé et privé d'une connaissance totale, donc d'un pouvoir. Alors, comment conjurer cette angoisse ? Deuxième temps, le dévoilement. Un geste chargé d'une connotation érotique à replacer dans sa généalogie coloniale. Et la Shoah rappelle que pendant la colonisation, les territoires promis à la conquête étaient décrits comme des terres vierges, disponibles pour la défloration et la fécondation, dans l'attente du colonisateur. Très vite, ces territoires sont devenus des métaphores de femmes à explorer, posséder et sauver. La conquête territoriale s'est alors transformée en une conquête du corps des femmes par le viol. C'est ainsi que l'Orient a trouvé dans la femme voilée sa métaphore. Il fallait donc la dévoiler. Le viol de la femme algérienne dans un rêve d'Européen est toujours précédé de la déchirure du voile. On assiste là à une double défloration.
La dévoiler pour la réassujettir au regard masculin colonial et rétablir une certaine hiérarchie à la fois de race et de genre. Il s'agit par là de rendre l'Orient accessible à la connaissance pour l'Occident. Intersection entre l'épistémologique et le sexuel. Pour reprendre les termes d'Ella Shohat. Mais finalement, que dévoile ce geste ? Troisième temps, le voile tombe. Nulle femme supposément orientale. Le geste produit un renversement inattendu. Comme dans un numéro de prestidigitation, l'altérité a disparu au profit de 3 femmes blanches. Cette substitution montre en filigrane l'ambivalence qui structure l'image de la femme voilée, tour à tour menace et victime. Comme l'a montré Omika Baba, le processus de stéréotypage est toujours double, ambivalent. Il écrit au sujet de l'homme noir. Le noir est à la fois sauvage, cannibale, et le plus obéissant et digne des serviteurs, celui qui porte la nourriture. Il incarne une sexualité débridée et est innocent comme un enfant. Il est mystique, primitif, simple d'esprit, et le plus habile menteur et manipulateur des forces sociales. L'image de la femme voilée est soumise à la même scission ambivalente décrite par Baba. Jusqu'ici, dans l'image produite par Némésis, la femme voilée était présentée comme une agente active de l'islamisation de l'Occident. Or, le geste même de dévoilement convoque la femme voilée, victime passive de l'oppression patriarcale musulmane qu'il faudrait libérer. Ce stéréotype est un produit de l'idéologie coloniale qui, pour justifier le dévoilement et en dissimuler la violence, c'est-à-dire le viol, a construit l'Orient comme un espace arriéré, nécessitant l'intervention de l'Occident au nom d'une mission civilisatrice. Mais Némésis exploite cette ambivalence pour en tirer un autre récit. S'il ne s'agit pas de sauver la femme musulmane, qu'est-ce qui est alors à sauver ? Dans la théorie féministe du cinéma, la femme blanche a été conceptualisée comme le signe même de la blanchité. Ici, le geste de dévoilement ne s'inscrit donc pas dans un récit de sauvetage de la femme musulmane, mais bien dans un récit de sauvetage de la blanchité, menacée à l'intérieur même de ses frontières nationales par le grand remplacement islamiste. Les femmes de Némésis construisent donc un récit où la femme blanche devient le signe de l'identité menacée, mais plus que cela, l'instrument de sa préservation. Car en effet, en s'offrant au regard masculin, elles font allégeance à la suprématie blanche et se soumettent au rôle qui leur est assigné dans ce sauvetage, celui de matrice de la reproduction de la race blanche, face à la menace de l'islamisation permise par les ventres trop féconds des femmes musulmanes. La race et le genre sont inéluctablement entremêlés, du fait du rôle central que joue l'hétérosexualité dans la reproduction de la première et la définition du second. Rappelle Richard Dyer. Sous couvert de dénoncer les violences sexuelles et sexistes commises par des personnes non blanches, le « féminisme de Némésis » n'est que le paravent d'angoisse à l'égard des relations interraciales qu'il faudrait entraver. En brouillant les frontières raciales, celle-ci menace en effet le transfert de l'héritage entre blancs et par extension, la suprématie blanche. Des angoisses que le cinéma a véhiculées. Une autre image revient. Le numéro de danse de Blonde Vénus, fortement commenté par les théoriciennes féministes du cinéma. Un costume de gorille, métaphore de l'homme noir. Et l'actrice Marlène Dietrich qui en émerge, éradiquant ainsi l'animal et allégoriquement la masculinité noire. Elle apparaît alors fétichisée pour le regard de l'homme blanc. L'angoisse vis-à-vis des relations interraciales, conjurée.
Le happening de Némésis semble rejouer cette scène, non pas à l'identique, mais en réactivant la logique sous-jacente, faire surgir l'altérité, puis l'éradiquer. L'image produite par Némésis donne forme à la logique fasciste de régénération telle que décrite par Ugo Paletta dans sa définition du fascisme. Un mouvement de masse qui prétend œuvrer à la régénération d'une communauté imaginaire considérée comme organique, nation, race et ou civilisation, par la purification ethno-raciale, par l'anéantissement de toute forme de conflit social et de toute contestation, politique, syndicale, religieuse, journalistique ou artistique, autrement dit par l'évidement de tout ce qui paraît mettre en péril son unité imaginaire, en particulier la présence de minorités ethno-raciales et l'activisme d'opposition politique. Ainsi, le happening de Némésis réitère l'image inquiétante de la femme voilée, agente d'une islamisation rampante. Puis par un geste de dévoilement qui convoque le discours colonial de l'émancipation des femmes musulmanes, il fait finalement apparaître 3 femmes blanches. Il ne s'agit plus de sauver des femmes musulmanes, mais dans un contexte de contre-colonisation, selon le récit de l'extrême droite, de sauver la blanchité en substituant à l'altérité des femmes blanches, garantes de la reproduction de la race blanche. Leur corps est une métaphore de la nation à protéger. Pour l'extrême droite, cette image a une fonction cathartique de conjuration de l'angoisse. Mais en creux, elle définit aussi la communauté imaginée qu'elle souhaite, ses frontières et qui doit en assurer la reproduction. Néanmoins, dans son ouvrage blanc, Richard Dyer soulève un paradoxe au sujet des femmes blanches. Comment peuvent-elles garantir la reproduction de la race si celles-ci doivent en même temps incarner une féminité pure en opposition à celle des femmes non blanches, montrées comme en proie à une libido débridée? La reproduction est, écrit-il, le devoir des femmes blanches, mais c'est ce qui menace le plus leur blanchité.